Donc, dans le fond, ce webinaire est présenté dans le cadre du programme Ottawa bilingue et c'est présenté par l'ACFO Ottawa et le gouvernement du Canada. Avant de commencer, on va aborder quelques questions de logistique. Donc, moi, je vais être votre formateur, Denis Dorval. Je suis gestionnaire du programme Ottawa bilingue et j'ai aussi avec moi ma directrice générale, Eja Bessler, qui va s'occuper de prendre un peu vos questions au cours du webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le Q&A, donc le Q et A, dans vos options de Zoom pour poser vos questions. Moi, ça va me faire plaisir d'y répondre en direct pour rendre le webinaire plus interactif. Donc, Eja va s'occuper de prendre vos questions et puis me les refiler durant des périodes de questions. Il y a eu beaucoup de questions pour ce qui en est à la plateforme Zoom, dans le fond. Beaucoup de questions de sécurité. Donc, nous, on a pris certaines vigilances là, pour s'assurer que vous êtes en sécurité de participer à ce webinaire. Donc, dans le fond, il y a seulement les personnes qui sont inscrites au webinaire qui ont accès. C'est juste moi et la médiatrice qui vont avoir le droit de parole durant le webinaire. Il n'y a aucun autre partage d'écran qui va être fait, à part le mien, qui est en train de se faire partager présentement. Et le webinaire, juste pour vous avertir, est enregistré et sera rediffusé par après, puisque c'est une bonne formation et on va utiliser cette plateforme, là, notre nouvelle mode de vie depuis la situation mondiale actuelle pour pouvoir partager le plus possible, puisqu'il y a plusieurs de gens qui sont présentement à la maison ou pris à la maison et qui vont, par exemple, utiliser la plateforme Zoom pour apprendre davantage sur la rédaction de subventions parce qu'on a fait plus de temps pour rédiger des demandes de subventions. Vous pouvez toutefois participer et être très interactif là, durant ce webinaire. Donc, je vous invite à écrire des commentaires ou à partager des ressources dans le chat. Donc, comme il y a déjà des gens qui le font en ce moment. Donc, bonjour à Philippe Dieudonné qui vient du CESOC. Donc, vous pouvez écrire des commentaires, partager des ressources dans le chat. Ça peut être très interactif. N'hésitez pas à me poser des questions au cours du webinaire dans le Q&A. Ça va me faire un plaisir d'y répondre durant des périodes de questions précises durant le webinaire et je vais vous envoyer des sondages pour faire sûr que vous n'êtes pas en train de regarder vos courriels et que vous regardez bien le webinaire, comme ça on peut apprendre à mieux vous connaître et avoir vos réactions à ce que je suis en train de dire durant les sondages. Donc sur ce, je vous souhaite un très beau webinaire dans le fond. Donc j'aimerais par exemple qu'on teste le chat. Je vois qu'il y a déjà des gens qui le font présentement. Donc je vous invite à écrire votre nom, votre ville de résidence, votre titre ou occupation et votre organisme si vous travaillez pour un organisme. Comme ça, on peut voir un petit peu d'où viennent les gens, quelles sont leurs occupations et on peut voir qui participe présentement au webinaire. Donc, je vous invite à envoyer des commentaires sur le chat présentement. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de ce webinaire. Donc, on va commencer avec un peu le but de la formation. Qu'est-ce qu'on veut faire durant ce webinaire? Je vais me présenter moi-même parce que vous me connaissez, je suis vraiment dans ma chambre à coucher chez mes parents dans le nord de l'Ontario, mais ça va me faire un plaisir de me présenter et d'expliquer comment mon expérience peut être intéressante pour le webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu le programme Ottawa Bilingue, qui est le programme de subvention que moi-même je gère. Donc, je suis présentement bailleur de fonds moi-même. Je vais vous apprendre comment sélectionner les bonnes demandes de subvention, à comment bien présenter votre organisme ou vos expériences dans vos demandes de subvention, à mieux connaître vos bailleurs de fonds, à prendre 10 étapes, dans le fond, que je recommande pour faire une bonne rédaction d'une demande de subvention. Je vais aussi vous expliquer c'est quoi le processus d'évaluation du bailleur de fonds. Qu'est-ce que le jury évalue lorsqu'ils évaluent vos demandes de subvention? Et aussi, bien, la situation actuelle du COVID-19, disons qu'elle change beaucoup la donne en frais de rédaction de demandes de subvention. Donc, je vais essayer de répondre et vous donner des conseils suite à ça. On va conclure et je vais prendre vos questions à la fin. Donc, la formation va durer environ 1 heure à 1 heure et demie selon le nombre de questions que vous posez, mais on garde ça le plus interactif possible. Donc, je vois déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent leur titre et on voit qu'on couvre quand même une bonne partie de l'Ontario, donc c'est plaisant de voir qu'il y a plusieurs gens qui participent aujourd'hui. Pour commencer, mais je vais tout de suite partager un sondage. Donc, dans le fond, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce que vous participez à ce webinaire qui parle de remplir des demandes de subvention? Donc, je vais vous envoyer le sondage et je vous invite à répondre au sondage. Comme ça, je peux peut-être mieux savoir pourquoi est-ce que vous participez à ce webinaire. Donc, vous avez différents choix multiples. Vous pouvez en cocher plus qu'un si vous voulez. Est-ce que c'est pour renforcer vos capacités de demande de subvention? Est-ce que c'est pour trouver des façons de faire des demandes de subvention collaboratives, par exemple? Est-ce que c'est pour passer le temps parce qu'on est prêt à la maison puis c'est le COVID-19? Qu'est-ce d'autre faire que faire des webinaires, par exemple? Est-ce que c'est pour être capable de bien mesurer ou de démontrer l'impact de mon projet? Est-ce que c'est pour trouver des idées de projets innovants, intéressants? Est-ce que c'est pour identifier des nouveaux programmes de subvention qu'on n'aurait peut-être pas pensé auparavant? Donc, je vais laisser dépasser jusqu'à 50 de participation. Ah, vous êtes très participatif, j'aime ça. Excellent. Donc, les réponses y rentrent.
Ah, il y a une catégorie qui se démarque des autres, c'est quand même assez intéressant. Donc là, je vais fermer le sondage pour tout de suite et vous présenter les résultats. Donc, dans le fond, ce qui est plus populaire, c'est de renforcer vos capacités dans la rédaction de demandes de subvention. Donc, ça, c'est la catégorie la plus populaire, mais on veut aussi faire des demandes plus collaboratives. On veut trouver des nouveaux programmes de subvention. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous aider à atteindre ces résultats-là, par exemple, au moins vous aider un petit peu. Donc, sur ça, je vais fermer le sondage et on va pouvoir commencer la formation. Donc, dans le fond, dans le déroulement, on commence avec le but de la formation. Ça va répondre bien à ce que les gens cherchent, de renforcer leur capacité dans la demande de subvention, parce que ce que je vous propose, c'est de trouver une manière de mieux encadrer vos demandes de subvention par une série de 10 étapes intéressantes pour maximiser vos chances de recevoir du financement à une demande de subvention qui pourrait mieux capter l'attention de votre bailleur de fonds. Ici, c'est aussi de proposer des idées qui sont testées, innovantes et tangibles. Puis c'est de bien démontrer et de bien mesurer ces impacts-là qui est le plus grand besoin chez un bailleur de fonds, de comprendre votre projet que vous lui proposez. C'est aussi de s'adapter à un bailleur de fonds. Et c'est par mon expérience que je trouve que le webinaire va être très intéressant parce que euh, moi, comme formateur, j'ai j'ai plus de 8 ans d'expérience présentement dans le milieu du développement des organismes franco-ontariens. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs régions et j'ai développé plusieurs projets au travers de la province. Je prends pour l'ACFA Ottawa, donc je me concentre davantage sur la ville d'Ottawa, mais j'ai quand même participé à plusieurs développements dans la région de Toronto, du nord de l'Ontario, par exemple. Je complète présentement une maîtrise en innovation sociale à l'Université Saint-Paul et je vois une question. Oui, il va y avoir le PowerPoint disponible par après. Inquiétez-vous pas, on va l'envoyer par courriel. Donc, je suis vraiment dans le jus de comprendre comment bien faire des demandes de subventions. J'ai moi-même été, je suis présentement bailleur de fonds. Donc, j'ai mon programme qui s'appelle Ottawa Bilingue, qui est géré par l'ACFO Ottawa. Donc, j'ai moi-même fait un processus de créer une demande de subvention et d'évaluer et aider des gens à remplir des demandes de subvention. J'ai moi-même été demandeur de subvention, donc j'ai moi-même fait des demandes, plusieurs demandes de subventions. J'en ai qui ont été acceptées, j'en ai qui ont été refusées, donc j'ai pu faire un apprentissage au travers de ça avec beaucoup de rétroaction. J'ai aussi été un consultant qui a aidé à remplir des demandes de subventions. Donc, j'ai été quelqu'un qui a aidé à construire des subventions et des projets intéressants. J'ai aussi été jury des demandes. Donc, j'étais sur un comité jury pour choisir des projets qu'on était pour financer. J'ai même été évaluateur de programmes de subvention. Donc, j'ai moi-même évalué des bailleurs de fonds qui faisaient des programmes de subvention. La seule chose que je n'ai pas été, c'est ministre et politicien. C'est pas moi qui a été élu et qui a amené une idée de créer un programme de subvention. Pas tout de suite. Plus tard, ça va. En tout cas, ça va peut-être arriver plus tard, on ne sait jamais. Donc, pour commencer la formation, on va parler un petit peu de mon programme, qui est le programme Ottawa Bilingue. Donc, c'est géré par l'ACFO Ottawa. Puis nous, on a la mission de promouvoir la francophonie et de favoriser les intérêts collectifs de la communauté francophone dans toute sa diversité. Ça dans la capitale nationale, mais aussi partout en Ontario. Et on a plusieurs différentes activités, dont le programme Ottawa Bilingue, qui est un programme de micro-subvention qui a été mis en place par l'ACFO Ottawa cette année. Donc, on a financé plus de 53 projets. C'était soit des projets d'activation, donc des projets de subvention de 10 000 et moins. Et en passant, il y a une deuxième ronde qui sera lancée au mois de juin pour ceux qui sont intéressés. Ça fait bien. On a une subvention, on a un webinaire pour comment bien vous montrer faire des subventions et on offre nous-mêmes des subventions dès le mois de juin pour 10 000 et moins pour développer des projets qui renforcent le caractère bilingue de la capitale nationale. Et on avait aussi des projets de propulsion qui étaient des projets à plus grand impact, des subventions de 10 500 à 25 000 Donc, on a appuyé plus de 53 projets. On avait reçu plus de 100 projets là, qui étaient proposés pour ce programme-là, qu'on a dû choisir quel qui montrait le plus grand impact. Donc, ça explique bien ma situation, puis comment que mon expérience peut peut-être vous apporter quelque chose d'intéressant au travers de ce webinaire et je vais tenter de vous démontrer plus mon expérience au travers de tout ça. On va parler maintenant. La première chose, c'est avant même de rédiger une demande de subvention, il faut les trouver, il faut les sélectionner, puis il faut réfléchir à ce qu'on veut vraiment accomplir avec ces subventions-là, puis si on peut vraiment accomplir les subventions qu'on propose. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un petit sondage pour commencer. C'est quoi votre plus grande difficulté pour trouver des programmes de demande de subvention? Je vais vous envoyer le sondage maintenant. Donc, je vais vous envoyer ça. Donc, je veux savoir, dans le fond, est-ce que vous trouvez ça difficile de trouver les subventions? Est-ce que c'est à cause que c'est trop complexe de trouver les ministères ou les bailleurs de fonds qui peuvent être utiles? Est-ce que c'est cause que c'est difficile de recevoir de la promotion, par exemple, sur de nouveaux programmes de subvention? On me semble qu'on ne voit jamais de la publicité sur des nouveaux programmes de subvention. Est-ce que c'est qu'il y a peu de programmes qui fonctionnent avec la mission de mon organisme? Ou est-ce qu'il y a trop de programmes qui existent, c'est trop difficile de faire des choix?
Est-ce que mon taux de succès il est faible, fait que ça rend la situation difficile, je me décourage à remplir des demandes de subvention parce que j'en ai jamais, par exemple? Ou si, il me semble que les échéanciers sont déjà passés ou sont trop courts, puis quand je trouve la subvention, ben, il reste 2 jours à la remettre, puis c'est impossible pour moi de remettre cette subvention-là. Donc là, j'attends votre participation. On est déjà à 40 donc je vous invite à ceux qui ont regardé leur courriel d'aller répondre au sondage. Ça monte quand même rapidement. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, sur ce, ça fait maintenant 1 minute. Je vais arrêter le sondage pour vous partager les résultats. Donc, c'est un mélange de deux choses principalement. C'est complexe de naviguer tous les ministères et les bailleurs de fonds. C'est difficile de recevoir cette promotion-là de nouveaux programmes de subvention pour qu'on puisse appliquer au bon moment. Puis, il y a aussi, selon beaucoup de personnes, trop de programmes qui existent, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose s'il y a trop de programmes, mais que c'est difficile de faire des choix et de sélectionner les bons bailleurs de fonds. Donc, ça lance bien ma prochaine section de ma présentation parce qu'on va parler comment bien sélectionner des subventions. Et par mon expérience dans des programmes, dans des organismes sans but lucratif, c'est rare que j'ai travaillé dans un organisme sans but lucratif où est-ce qu'on avait réellement une planification de rédaction de demandes de subventions sur une période qui est annuelle. Ce que je veux dire par ça, c'est souvent des gens vont appliquer des demandes de subvention et ça va être un petit peu comme ça et là, toi, remplis cette demande de subvention-là. Une équipe va être portée à remplir beaucoup de demandes de subvention sans nécessairement réfléchir au temps que ça prend réellement à remplir une demande de subvention. S'il est conseillé que, par exemple, dans des recherches, une personne peut faire 4 à 6 demandes de subvention efficaces par année. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas surcharger sa table quand ça vient à rédiger des demandes de subvention, mais que ça peut être très lourd sur une personne qui doit remplir trop de demandes et le contenu des demandes de subvention va être moins bon, par exemple. Donc, c'est vraiment de remplir, de savoir que des demandes de subvention, ça prend du temps, ça prend des ressources humaines, ça prend de l'argent et de la planification. Faire une demande de subvention, c'est comme un investissement. Il faut qu'il y ait un retour sur ton investissement, que tu es prêt à investir, à écrire une bonne demande de subvention. Aussi, si les demandes de subvention, par exemple, sont pas si grandes que ça. Si c'est pour une demande de subvention qui est 10 000 et moins, par exemple, il ne faut pas s'éterniser à investir plus de 2 mois à remplir une demande de subvention qui ne donne pas justement un retour sur votre investissement. Donc, c'est important de planifier toute son année et de voir les options qui sont offertes, même si des fois, il y a des programmes de subvention qui apparaissent à chaque mois ou ici et là, de dire, OK, il faut vraiment qu'on vise sur les bons programmes qui répondent aux missions de notre organisme pour pouvoir bien les planifier et bien les rédiger. Ça va augmenter votre taux de succès pour vos demandes de subvention. C'est pas aussi d'établir des risques parce que si, par exemple, vous proposez un projet ou vous proposez trop de projets à plusieurs bailleurs de fonds et que vos projets, ben, lorsque vous les recevez toutes pour une raison ou une autre, puis là, vous n'êtes pas capable de fournir ou de créer les projets que vous avez demandés et que vous avez reçu de l'argent pour, ça va être un très grand risque pour votre organisme et votre équipe et votre personnel, par exemple. Donc, c'est important de proposer des projets que vous discutez avec votre équipe et que tout le monde se sent capable de réaliser, puis que c'est quelque chose qui a assez d'impact qui peut rendre ça intéressant pour votre bailleur de fonds. Il ne faut vraiment pas vous brûler votre équipe à faire trop de demandes de subventions. Ça devient beaucoup trop lourd sur votre équipe de remplir plusieurs demandes puis de souvent, malheureusement, se faire refuser, par exemple. Donc, c'est vraiment de choisir et d'adapter vos demandes selon les bailleurs de fonds. Il existe, selon moi, 5 grandes catégories de bailleurs de fonds. Certains sont plus populaires que d'autres. D'autres offrent plus de financement. Vraiment, le bailleur de fonds le plus lucratif et le plus récurrent dans son financement, c'est les gouvernements. Donc, les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux et même des fois d'autres provinces ou à l'international qui offrent du financement chez vous. C'est quand même intéressant à considérer. C'est le bailleur de fonds qui demande un plus grand critère bureaucratique parce que c'est c'est des fonds publics, donc c'est très, très régulé, mais c'est de trouver le bon ministère dans ces gouvernements-là pour trouver le bon financement. Il y a aussi les organismes communautaires. Donc ça, c'est intéressant, c'est des organismes qui font partie de votre écosystème, de votre réseau, qui offrent du financement intéressant, dont l'ACFO Ottawa, donc Paro Center, qui est un organisme sans but lucratif provincial qui offre du financement pour le démarrage d'entreprises pour les femmes, ou l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui ont le programme, par exemple, Effet multiplicateur, qui fait du développement économique chez les organismes sans but lucratif. Donc, ces organismes-là, ils font partie de vous et ils veulent un par et pour dans les projets. Ils veulent voir que c'est la communauté qui est au cœur du projet. Donc, ça, c'est des choses intéressantes à considérer. C'est pas qu'il est important de suivre tous les organismes communautaires qui sont présents dans votre écosystème et votre réseau. Aussi les fondations publiques, donc Fondation Trillium de l'Ontario, la Fondation InSpirit, Metcalf Foundation. Ça, c'est des fondations qui sont financées par des fonds publics
et qui ont une mission très spécifique. Par exemple, la Fondation Trillium de l'Ontario veut appuyer les transformations sociales et les organismes sans but lucratif de l'Ontario. Ça peut être des bons financements pour démarrer vos entreprises. Les fondations Melcaf, qui est dans la région de Toronto, veut financer des projets qui sont menés par la communauté racialisée de Toronto et qui peut permettre du développement par épaule dans cette région-là. Ou la fondation InSpirit, qui veut faire un Canada qui investit dans l'impact social, donc qui investit dans le changement de la société par des moyens différents et intéressants qui sont aussi menés par et pour. Il y a aussi des fondations privées, donc des grandes entreprises ou des grands leaders ou des gens qui avaient beaucoup d'argent qui ont créé ces fondations-là et qui veulent redonner à la société par des bons d'impact social, par exemple. Donc, par exemple, McConnell ou la Fondation des sénateurs d'Ottawa, qui est aussi une possibilité d'avoir du financement. Et finalement, il y a les commandites. Donc, ça, c'est vraiment du financement privé que là, les gens appliquent ou envoient un plan de commandite pour que vous pouvez appliquer à des programmes. C'est un peu plus difficile, mais au moins, ça vous donne une idée des choses alternatives si vous avez été refusé dans d'autres catégories de bailleurs de fonds. Donc, c'est important de bien identifier ces subventions-là. Quand on parle qu'on ne recevait pas de promotion pour nos programmes, on ne savait pas qu'il y avait un nouveau programme qui était ouvert par un de nos bailleurs de fonds. Il y a quelques outils qui vous permettent de trouver les demandes de subventions. Donc, faites sûr de vous abonner à la liste d'envoi des bailleurs de fonds ou même des organismes communautaires parce que c'est comme ça qu'on peut tout de suite savoir ou recevoir immédiatement cette subvention-là. Donc, faites sûr d'aller suivre le ministère qui vous intéresse et qui répond mieux à la mission de votre organisme pour pouvoir savoir immédiatement quand il y a un nouveau programme qui sort parce que même comme bailleur de fonds, il y a des cibles à atteindre et on veut avoir un certain nombre de personnes qui participent directement qui veulent remplir des demandes de subvention. Nous-mêmes, on a des objectifs à atteindre. Il faut atteindre 100 personnes qui envoient des demandes de subvention pour en sélectionner la moitié, par exemple. Consultez aussi les listes d'envoi des organismes et des réseaux de communication sur les possibilités de financement. Par exemple, l'Ontario Non-Profit Network ou l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui partagent régulièrement des offres de financement intéressantes pour votre secteur. Programmez aussi des alertes Google afin de rien manquer. Par exemple, les alertes Google, vous mettez un mot, par exemple, demande de subvention, subvention Ontario. Et vous pouvez tout de suite avoir des alertes quand ce mot-là, il y a une nouvelle entrée dans Google qui s'affiche pour pouvoir savoir immédiatement, OK, c'est intéressant, je vais aller voir c'est quoi qui se passe de ce côté-là. Donc, ça, c'est pour maximiser de recevoir la promotion qu'on dit qu'on ne reçoit jamais, par exemple. Faites des recherches web fréquentes. Consultez vos ministères ou les gens que vous savez qui ont du financement régulièrement pour au moins rester informés et sollicitez l'appui de consultants qui sont experts dans le domaine, qui savent comment aller chercher des demandes de subventions intéressantes ou d'identifier les subventions qui sont très utiles, par exemple. On a Luc Comeau qui suggère aussi l'infolette de la Fondation de Trillium. Donc, quand je vous dis de vous abonner à des bailleurs de fonds, c'est cet exemple-là parce qu'il vous offre toujours différents programmes de subventions qui sont offerts en Ontario, par exemple. Maintenant, on va passer à présenter votre organisme et vos expériences. C'est toujours le début ou la première étape à faire lorsque vous présentez votre organisme. Donc, dans le fond, c'est bien de présenter votre organisme et vos expériences dans votre demande de subvention, mais pour moi, qui ai déjà été bailleur de fonds et qui était sur le jury de demande de subvention, j'ai souvent été chercher des informations sur l'organisme avant même de lire le projet de subvention. Aussitôt que je reçois un projet de subvention, la première chose que j'allais faire comme jury ou comme bailleur de fonds, c'est que je ne lisais même pas ce qui était écrit. J'allais voir comment est-ce que cet organisme-là se présente sur le web, dans sa communauté, sur ses médias sociaux, parce que je voulais voir c'est quoi la réputation de l'organisme avant même que je lis leur projet. Donc, c'est important de considérer tout ce qu'il y a autour de votre demande de subvention. Parce que la demande de subvention, oui, c'est bon de faire la rédaction et l'élaboration du projet, mais aussi, il est important de considérer des éléments externes parce que c'est ça qui va automatiquement, la première influence d'un bailleur de fonds, c'est d'aller voir ce qui est écrit sur vous en dehors de votre demande de subvention. C'est vraiment de considérer votre présence en ligne sur les médias sociaux, dans les médias traditionnels. C'est vraiment de monter une bonne équipe professionnelle puis de démontrer que vous avez une équipe et un conseil d'administration qui est en place pour pouvoir réaliser les projets que vous proposez. C'est vraiment de voir aussi que vous avez déjà des expériences dans la gestion de projets du passé. C'est bon de voir aussi que vous avez beaucoup d'interactions avec votre communauté. Si vous avez des publications Facebook, on voit par exemple qu'il y a des commentaires. Si vous partagez des vidéos, il y a des vues. C'est assez intéressant que vous avez une certaine forme de notoriété dans votre communauté. Et c'est bon de voir aussi l'emplacement et vos services que vous livrez déjà et surtout votre mission et votre branding. Les bailleurs de fonds veulent s'associer avec des gens qui semblent avoir des compétences de terrain intéressantes puis que l'alliance se fait très bien parce qu'eux-mêmes, ils veulent être présents dans la communauté comme bailleurs de fonds. Donc, de voir que votre organisme est très impliqué dans votre communauté
est très active, même durant, par exemple, le temps de la COVID-19, si vous mettez juste que vous êtes toutes fermées sur vos médias sociaux puis qu'il n'y a rien qui se passe présentement, pour un bailleur de fonds, ça devient comme, OK, je doute un petit peu, comme c'est le premier test d'une demande de subvention, c'est de voir comment est-ce que l'organisme fonctionne à l'extérieur même de la demande de subvention. Donc, c'est important même, avant même de remettre une demande de subvention, de considérer à quoi qu'elle ressemble mon organisme sans mon projet, sans ma réaction de demande de subvention, par exemple. Mais c'est certain que votre projet reste à établir un lien entre votre organisme et votre bailleur de fonds. C'est vraiment important, mais vous avez déjà un énorme plus si votre bailleur de fonds voit tout de suite le lien entre lui et votre organisme parce que votre organisme est assez intéressant que ça va donner de la visibilité au bailleur de fonds. Donc, c'est un cycle qui revient vers le bailleur de fonds. Le projet fait le lien entre l'objectif du programme du bailleur de fonds et l'organisme, mais le bailleur de fonds, il va trouver ça encore plus intéressant si votre organisme est aussi intéressant en dehors de votre demande de subvention. Maintenant, c'est aussi important de connaître votre bailleur de fonds. Par exemple, le bailleur de fonds, lui, il veut recevoir des projets qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs à lui. Donc, si vous présentez un projet super intéressant, mais qui répond à aucun objectif établi par le bailleur de fonds, ce n'est pas intéressant pour le bailleur de fonds de vous financer. Oui, ça peut être difficile d'allier la mission de votre organisme ou de vos services avec votre bailleur de fonds, mais c'est un exercice qui doit se faire pour captiver justement l'attention du bailleur de fonds. Il faut être assez innovant pour assurer le bien-être de notre communauté, mais surtout le bien-être de notre bailleur de fonds qui va vouloir vous financer. Donc, il faut absolument lire attentivement les guides, les objectifs de programme. Il faut présenter des solutions qui vont vous démarquer aussi. Parce que si vous présentez juste des solutions ou des projets qui pourraient ressembler à un autre projet, automatiquement, vous êtes mis dans une même batch de projets qui flottent ensemble. Tandis que si vous êtes quelqu'un qui propose quelque chose de super original puis que vous pouvez le réaliser, automatiquement, votre bailleur de fonds, il dit ça, c'est intéressant, puis ça répond même directement aux objectifs de mon programme. Vous allez dans une catégorie rapport et vous montez dans leur liste de OK, ce projet-là, il est intéressant à subventionner. Faites sûr aussi de faire un contact avec votre bailleur de fonds puis de valider votre idée de projet. Si vous ne vous appelez pas ou si vous ne communiquez pas avec l'équipe qui met en place ou qui gère le programme de subvention, puis que vous n'avez pas une validation de votre idée de projet, si vous ne dites pas, par exemple, oh, ça, c'est une très bonne idée, ou ils vont peut-être vous dire c'est une bonne idée, mais fais sûr que tu suis ça ici puis que tu modifies ton projet pour que ça réponde mieux à nos objectifs. Automatiquement, vous gagnez des points parce que moi, comme bailleur de fonds, je vous connais. Puis maintenant, quand je reçois vos projets, puis je vois que vous avez bien appliqué ce que j'avais demandé comme modification, on voit que vous êtes efficace et que vous comprenez qu'il faut atteindre les objectifs du bailleur de fonds, par exemple. Donc, ça fait quand même quelques minutes que je parle maintenant. Pour garder ça très interactif, je vais prendre maintenant vos questions sur le sujet de la sélection de demandes de subvention ou sur les connaissances du bailleur de fonds. Donc, déjà, je ne sais pas s'il y avait des questions qui avaient été posées au cours de ma présentation. Oui, en fait, il y a une question en fait, une question générale pour savoir si le webinaire allait être enregistré pour qu'on le diffuse par la suite, qui avait été posée par Michel Tremblay. Puis la réponse, c'est oui. On est en train d'enregistrer présentement le webinaire, Ouais. puis on va aussi s'assurer que le PowerPoint comme tel est disponible aussi. Donc, on va vous envoyer un courriel de suivi avec ce lien par la suite d'ici la Ouais. semaine prochaine. L'autre question, par rapport à l'embauche de consultants, combien est-ce qu'on devrait payer un consultant pour nous rédiger une demande de subvention? J'ai une réponse qui n'est pas vraiment une réponse. Une chose à garder en tête quand on embauche des consultants pour la rédaction de demande de subvention, c'est que la majorité des programmes gouvernementaux ont des clauses qui disent que vous ne pouvez pas avoir des frais de consultant qui sont conditionnels à ce que la demande soit subventionnée. Donc, si vous choisissez d'embaucher un consultant, vous ne pouvez pas payer la personne seulement dans le cas où la demande est approuvée. Vous devez la payer peu importe le résultat. Donc, c'est une chose que vous devez prendre. L'autre chose aussi, c'est que les frais varient énormément sur le montant de travail que vous demandez à la personne consultante de faire. Donc, ça dépend l'ampleur du projet, l'ampleur de la demande de subvention, l'expérience de la personne que vous embauchez pour ça, puis combien de travail vous avez déjà fait. Je veux dire, si vous avez déjà beaucoup développé un projet, puis c'est juste de l'adapter à un formulaire, bien, c'est pas la même nature de tâche que si la personne doit aussi concevoir puis écrire, détailler le projet. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui font en sorte que les prix varient énormément. Puis,
Je sais pas si, Danick, toi, tu as une réponse, mais moi, je pense pas que je pourrais donner un montant ou un range même pour dire que ça, c'est qu'est-ce que ça coûte parce qu'il y a tellement de facteurs que ça varie. Ben, même moi qui ai déjà été consultant pour des demandes de subvention, mes prix n'étaient jamais les mêmes selon la nature du travail que j'avais à faire. Mais ça revient quand même, c'est bien ta réponse déjà, merci beaucoup. Ça revient beaucoup aussi au fait que je disais qu'une subvention, c'est un investissement. Fait que, par exemple, si c'est pour une petite subvention, peut-être pas considérer embaucher un consultant qui va vous faire plusieurs heures sur cette demande de subvention-là, ça ne sera pas rentable. Mais si c'est pour un grand projet, que vous avez besoin d'une certaine forme de participation de la part d'un consultant, par exemple, là, ça devient un investissement qu'il faut prendre à l'initial, de dire, OK, peut-être que ça vaut la peine d'embaucher un consultant pour faire ça. J'ai de l'argent de côté, j'ai de l'argent dans ma réserve. C'est pour un gros programme de subvention. Faisons-le, ça va garantir que je reçois la demande de subvention, par exemple. Donc, ça, au moins, ça peut, comme je disais au début, une subvention, c'est un investissement, puis ça demande un retour. C'est d'évaluer un petit peu, c'est quoi l'investissement que j'ai apporté pour avoir ce retour-là, par exemple. Je ne sais pas si on avait Non, d'autres questions, Lisa. il y a aussi Luc Cobo qui nous demande de donner un exemple de c'est quoi un projet innovant quand tu dis de... Ça s'en vient. J'ai justement une section qui parle, quand on va venir à la rédaction, je parle de tester des idées de projets innovants intéressants. Ça va venir là, mais c'est souvent de faire des projets qui sont parés pour la communauté. Mais ça s'en vient dans le webinaire. Sinon, je pense que tu peux revenir à la prochaine slide. Parfait. Merci déjà. Puis merci pour vos questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions durant le webinaire. Là. Ça rend ça plus intéressant. Puis ça me fait prendre une petite pause de parler. Puis ça fait du bien des fois aussi. Alors, attends, comme j'ai dit ça, il y a tout à coup plein de nouvelles questions qui sont ajoutées à ce exact moment où j'ai dit que tu pouvais passer. Donc, une des questions, c'est souvent les programmes et les subventions de bailleurs de fonds ont des formulaires préétablis. On ne connaît pas les membres du jury. Comment est-ce qu'on établit un contact et une relation pour valider notre projet avec les bonnes personnes? C'est rare, je trouve, qu'il y a des bailleurs de fonds qui ne vont pas donner au moins une forme de contact ou un courriel qui peut se rejoindre. Les membres de jury, c'est normal qu'ils ne sont pas présentés. Là, ils pourraient avoir une influence, puis ça pourrait rendre le processus pas neutre, dans le fond, dans leur processus de décision. Mais si vous recevez un courriel, s'il y a une manière de trouver un contact, c'est important d'avoir ce contact-là parce que ça peut changer tout. Mais ça serait de faire des recherches pour voir comment est-ce que c'est administré, quel ministère ou quel département du gouvernement administre cette subvention-là pour peut-être trouver une manière de communiquer. Mais même moi, comme bailleur de fonds, je ne trouvais pas ça intéressant que les gens n'aient pas contact avec moi parce que là, je ne peux pas garantir qu'on reçoit des bons projets, par exemple. Ouais. Il faut noter qu'il y a une différence entre le jury et un agent de programme. Donc, la plupart des programmes ont un agent de programme, mais ce n'est pas nécessairement cette personne-là qui va faire le choix final par rapport à votre projet. Mais cette personne, elle peut t'aider à savoir si le projet cadre avec les attentes du programme. Donc, elle ne peut pas te dire si oui ou non ça sera financé ou si le projet est intéressant ou pas, mais elle peut dire ce projet répondra aux critères d'admissibilité ou ce projet correspond avec les objectifs du bailleur de fonds ou non. Donc, elle peut t'aider à orienter de cette façon-là, même si l'agent de programme n'est pas la personne qui prendra la décision finale. Mm-hmm. Je ne sais pas si on avait une autre question, si je continue. Il y a juste une autre question par rapport à quand tu dis un grand projet. C'est combien un grand projet? Puis une idée du montant. Donc, quand tu parlais de décider combien de temps investir dans une demande de subvention, puis qu'est-ce que c'est un grand projet. Puis ça, je pense qu'une façon facile de répondre, c'est ça dépend de ton organisme, mais ça dépend de combien d'heures que ça coûte, puis combien ça coûte l'employé qui répond à la demande de subvention pour aller chercher combien d'argent. Un exemple que je peux donner, comme si on veut donner des chiffres spécifiques, c'est que la Ville d'Ottawa a un programme de subvention pour des activités culturelles, puis finance, je pense, environ, c'est vraiment des micro-subventions de 1500 $, 2000 $, mais le formulaire est de 10 pages. Donc là, il faut que tu fasses la maths. Est-ce que le temps que la personne va prendre pour remplir 10 pages vaut le risque pour une subvention où tu peux aller chercher peut-être 1000 $ ou pas? D'autres exemples versus des subventions qui sont des
dizaines de milliers de dollars ou même des centaines de milliers de dollars. Donc, on s'entend que je pense que ça dépend vraiment au niveau de faire la maths de Mhm. l'investissement que tu fais en ressources humaines pour soumettre la demande versus qu'est-ce que ça t'apporte à ton organisme. Parce que remplir une demande de subvention, c'est quand même un risque que l'investissement que vous apportez, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour recevoir l'argent? Parce que c'est quand même une forme de gamble, dans le fond, de dire si j'investis ce nombre d'heures-là, est-ce que ça va vraiment me revenir en argent? Donc, et déjà, tu l'as bien répondu, tu as répondu comme j'aurais répondu. Ça dépend combien de ressources que vous avez dans votre organisme présentement, puis c'est quoi votre marge de manœuvre, puis si c'est possible de prendre le risque de vous avancer, bien faites-le. Donc, c'est plus ça quand je parle de grandes subventions, c'est des subventions qui dépassent habituellement les subventions que vous avez de façon récurrente, puis qui est un grand projet qui demanderait peut-être même plus de ressources à l'organisme pour pouvoir réaliser. Fait que sur ça, je pense que je vais continuer à avancer déjà parce que je vois qu'il y a plein de questions qui rentrent aussi, mais Oui, mais je je vais pense devoir que avancer. beaucoup des autres questions sont des choses qu'on va adresser OK, dans les slides à venir. Donc, oui, passe à la prochaine. parfait, merci déjà. Donc, on va continuer maintenant pour les 10 étapes de la rédaction de la subvention. Donc, c'est vraiment là où on a le plus de. Ça va être la section la plus longue. Puis, je vais vous laisser beaucoup de périodes de questions ici. Là, on continue à en envoyer. Là, on va essayer de répondre le plus possible. Puis, ça prend plus de temps pour le webinaire. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent rester plus longtemps par la fin aussi. Donc, selon nous, donc l'ACFO d'Ottawa, il y a 10 étapes pour créer une bonne demande de subvention. Par exemple, des experts qui ont recommandé ces étapes-là suivantes, mais c'est d'établir quand même une certaine forme de ligne de temps pour ces 10 étapes-là, par exemple. Donc, il faut premièrement déterminer est-ce que notre organisme est admissible. Ensuite, il faut établir un plan de travail pour dire, OK, maintenant, il y a tout ça à réaliser afin de pouvoir présenter notre demande de subvention. C'est important d'établir un plan de travail parce que sinon, tu te dis, OK, il faut que je fasse ma demande de subvention dans 2 semaines. Fait que je vais me donner des heures ici, puis là, puis ça va. Non, non, il y a plusieurs étapes. Il faudrait que ces 10 étapes-là aient une date limite, puis qui est responsable de le faire pour que ce soit bien réalisé. Par exemple, c'est de tester votre idée de projet. Ce n'est pas la première idée qui va vous apparaître qui va être la meilleure idée. Il faut consulter des gens, vos communautés, vos utilisateurs, vos clients, vos fournisseurs pour vous assurer, OK, si je fais ce projet-là, penses-tu que c'est intéressant ou ça ne l'est pas? Puis ils vont peut-être vous donner des rétroactions qui vont être intéressantes, par exemple. C'est important de tester votre idée, excusez-moi, c'est important aussi de faire le contact avec le bailleur de fonds pour valider votre idée de projet parce que c'est bien beau si tout le monde de votre côté trouve ça bon, mais si la personne qui met en place les objectifs ne trouve pas ça intéressant et ça ne répond pas aux objectifs, vous savez déjà là que c'est peut-être pas un bon projet à considérer. Il y a aussi la rédaction. Donc, ça, c'est l'élément qui prend le plus de temps, mais c'est la plus importante parce que votre demande de subvention, c'est le texte que vous mettez dans votre demande qui va changer tout. La collaboration, on va aller chercher des partenaires dans le projet. Votre budget est crucial aussi, on va en parler plus tard. Faire une bonne révision, l'envoyer puis faire des suivis pour voir si vous avez été accepté ou pas. Je vous propose d'aller étape par étape pour être plus précis dans ce qu'on voit. Mais avant, j'aimerais vous poser une question de sondage. Comme ça, les gens qui regardent leur courriel reviennent voir notre, notre webinaire. Donc, je vais enlever les résultats, puis je vais vous présenter un autre sondage. Puis la question que je vous pose, c'est quoi votre taux de succès pour vos demandes de subvention? Ah, puis je vois que malheureusement, je n'ai pas programmé la question. Mais je vais juste vous dire que souvent, les taux de succès sont relativement très faibles pour des programmes où des gens qui font peut-être une meilleure planification sont relativement plus élevés. Donc, c'est vraiment premièrement de déterminer si vous êtes admissible pour votre programme, votre subvention, parce que si vous investissez beaucoup de temps puis que vous n'avez pas vu qu'il y avait un critère d'admissibilité que vous n'avez pas vu, bien, vous avez perdu déjà votre retour sur investissement dont je vous parlais depuis le début de la présentation. Donc, vérifiez les types d'organismes qui seront financés, puis assurez-vous d'avoir la documentation pour prouver que vous êtes un organisme qui est admissible. C'est rare des demandes de subvention qui ne demanderont pas, par exemple, votre numéro d'entreprise, votre numéro voyons, votre numéro de Fédération Canada, par exemple, pour prouver que vous êtes un organisme sans but lucratif qui est constitué. Donc, validez aussi les types de dépenses et de revenus qui sont financés parce que si vous voulez faire un projet artistique, il faut vous payer des frais de scène, puis qu'il n'y a aucun frais de scène qui est admissible. Déjà là, ça ne va pas bien aller pour votre projet si on ne peut même pas vous donner l'argent que vous avez besoin de faire pour réaliser votre projet. Faites aussi identifier les projets qui seraient admissibles puis les objectifs de ceux-ci. Donc, par exemple, il faut vraiment que vous faites un projet qui cadre dans ce qui est fait parce que sinon, vous investissez trop de temps puis votre demande va être refusée, par exemple. Il faut aussi établir un bon plan de travail. Comme je disais, faire une demande de subvention, ça demande beaucoup de temps, ça demande de réfléchir. Des fois, réfléchir, ça prend du temps aussi.
Donc, faites sûr que, premièrement, la première chose que vous devez faire, c'est que vous inscrire au portail de demande de subvention. Comme ça, vous êtes abonné. S'il y a des suivis à faire, s'il y a des choses, des nouvelles ou des changements dans la demande de subvention, vous êtes tout de suite au courant, puis vous pouvez tout de suite vous adapter, par exemple. Mais faites sûr aussi de faire un exercice de planification avec une équipe ou un consultant pour mieux vous préparer, puis mettre des dates d'échéance à chaque réalisation pour la demande de subvention pour que tout le monde reste on board, par exemple, puis réalise la demande de subvention à temps, sans qu'on ait à la rusher à la dernière minute, parce que moi-même qui étais bailleur de fonds, j'ai reçu plusieurs demandes à la dernière minute, puis j'ai même pu voir dans mon portail, OK, cette personne-là, elle a rempli la demande de subvention 1 heure avant la date limite. Automatiquement, moi-même, comme bailleur de fonds, je me dis, c'est pas très organisé. Tandis que les demandes de subvention que j'ai reçues, même 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines avant, je trouve ça intéressant parce que déjà, ils ont remis une demande de subvention très bien organisée. Puis ça démontre déjà que vous êtes plus fort en frais d'administration puis d'équipe en frais d'efficacité. Donc, remettre une demande de subvention, je sais que la plupart des gens, habituellement, même moi, je le faisais, là, on remettait ça toujours à la dernière minute. Des fois, ça va être intéressant de remettre plus vite. Comme ça démontre que vous êtes beaucoup plus organisé, par exemple. Maintenant, je vais vous demander la question. Là, je pense que je connais un petit peu la réponse, mais est-ce que votre organisme a établi des plans de rédaction de demande de subvention? J'ai hâte de voir ça. Donc, est-ce que vous avez établi des plans annuels? Donc, sur l'année, vous vous êtes dit, on va remplir ces demandes de subvention-là. J'ai bien hâte de voir, donc je vais partager le sondage. Euh, Moi, dans mon expérience, ça l'est arrivé très rarement, par exemple. Donc, où ça se faisait un petit peu. Donc, on avait des fois des petits plans ici et là pour pouvoir faire nos demandes de subvention. Mais ça va être bon de voir de votre côté. Donc, on est déjà 60. Donc, je vais pouvoir le partager tout de suite. Donc, je vous partage les résultats. Donc, on a 23 oui, 37 un peu, puis 40 non. C'est quand même les oui, vous êtes fort. Je suis quand même surpris parce que c'est quand même intéressant d'avoir cet exercice-là parce que ça vous permet de mieux planifier, de dire, OK, quelle demande de subvention qui vaut vraiment la peine d'investir beaucoup de temps puis qu'on prend le temps de bien remplir. Et un peu, ça, je ne suis pas surpris. J'ai souvent dit en audition que c'était un peu parce que même le monde des subventions, il est très. Des subventions qui sortent ici et là très rapidement puis qu'on ne s'attendait vraiment pas. Donc, c'est dur de le planifier durant l'année. Mais au moins, au fur et à mesure que l'année avance, si on a ce plan annuel-là, on peut quand même prédire certaines subventions qui vont apparaître, par exemple. Donc, merci beaucoup d'avoir participé au sondage. C'est très intéressant. Maintenant, on va parler de tester une idée de projet. Donc là, Luc qui me demandait c'est quoi une idée de projet innovant. Je vais tenter d'y répondre un petit peu. Vraiment, il faut tester une idée de projet. Puis pour tester une idée, il faut commencer par en trouver une initiale. Donc, je vous invite à consulter, par exemple, des consultants de projets ou consulter des projets qui ont réussi dans d'autres régions, donc qui ont vraiment bien fait. Puis c'est souvent des projets intéressants qui sont différents, qui pourraient bien s'implémenter dans votre région. C'est une bonne manière d'aller trouver des projets différents qui ont bien fonctionné ou qui ont été subventionnés. Déjà, ça augmente le succès de votre demande de subvention. Regardez aussi la liste de projets qui ont déjà été subventionnés par le programme. Donc, de dire, OK, c'est des projets comme ça qui recherchent. Ah, ça, c'est intéressant. Comme ça peut être mieux vous aider à trouver des idées vous-même comme projet. Il faut aussi vous fier sur votre plan stratégique et les études sur la réalité de vos utilisateurs. C'est quoi les besoins de vos gens, puis comment est-ce qu'on peut combler ces besoins-là avec des idées de projets intéressants. Puis aussi, il faut consulter votre communauté, parce qu'eux aussi pourraient avoir des bonnes idées de projets qui pourraient bien s'appliquer selon votre organisation, puis vous pouvez l'adapter à votre bailleur de fonds, par exemple. Mais il faut absolument, quand vous avez une idée de projet, de faire des tests pour voir si votre idée est vraiment intéressante. Ça peut être facile. Ça peut être de justement discuter avec des membres de votre équipe. Nous, à l'ACFA Ottawa, on a toujours des moments de brainstorming où les jeunes nous disent OK, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Puis automatiquement, on commence à mouler une idée collaborative ensemble, puis ça devient beaucoup plus intéressant. Mais demandez aussi à vos gens de la communauté, à des consultants qui sont experts dans des idées de projets ou de demandes de subventions, ou des représentants politiques ou des bailleurs de fonds. Parce que là, en même temps, vous transformez votre idée, vous la testez, ça devient quelque chose de plus en plus intéressant parce qu'il y a plus de gens qui ont contribué, puis ça devient plus intéressant pour plus de personnes, par exemple. Aussi, attaquer des enjeux sur la francophonie ontarienne. Soyez informés de ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, je vous partage des exemples de nos réalités comme le programme Ottawa bilingue, où est-ce qu'on parlait, il faut absolument qu'il y ait une plus grande vitalité. Donc, accroître la culture francophone et augmenter les offres d'activités sportives et de loisirs. L'inclusion, il faut être une communauté accueillante, inclusive et diverse. L'élément économique communautaire, comment est-ce qu'on peut prendre le secteur économique puis l'entrée de plus en plus dans la communauté, par exemple, ou le rapprochement des communautés anglophones, métisses, inuits et Premières Nations.
Aussi, je vous partage le plan stratégique communautaire de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui présente un plan stratégique par et pour la communauté. Donc, c'est un énorme travail de consultation qui a été fait pour trouver c'est quoi exactement qu'on doit faire comme communauté francophone pour assurer notre développement dans toutes les sphères de la vie. Et ce document-là est essentiel pour trouver des bonnes idées, par exemple, parce qu'il y a plusieurs problématiques qui sont identifiées là, que vous pouvez trouver des réponses à ces questions-là. Mais on peut aussi sortir de la boîte. Comme quand on parle d'idées, de projets innovants, intéressants, c'est là peut-être que je vois, par exemple, Luc, quand tu me demandais des projets comme ça, euh, les objectifs de développement durable. Pourquoi est-ce que les organismes francophones ne vont pas à l'externe de la francophonie? Ça reste un projet qui est par et pour la francophonie, mais qui va attaquer d'autres problèmes sociaux qu'on n'est pas habitué à voir comme solution. Par exemple, pas de pauvreté, de créer du travail décent, de la croissance économique, d'aider la vie aquatique, la vie terrestre, de trouver des solutions à des problèmes environnementaux. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller régler des problèmes, des enjeux sociaux que personne ne va attaquer, mais que nous, on peut apporter une perspective francophone pour l'attaquer, par exemple. Je vois Sabine qui nous dit qu'on planifie, mais les ressources humaines et financières sont parfois limitées. Ça, je comprends, c'est le défi de tous les organismes sans but lucratif. Donc, c'est important de planifier en fonction de ce que vous avez, comme pour ne pas prendre trop de risques non plus dans cette planification-là. Aussi, établissez des projets qui sont tangibles, ce qui veut dire qu'il faut que le bailleur de fonds soit capable de, tout de suite en lisant votre projet, de dire oui, ça c'est faisable, c'est réalisable, puis je peux voir le projet se livrer. Ce qui veut dire que quand vous proposez quelque chose, allez pas dans l'expérience de trop d'enjeux ou trop de théories, restez dans l'action. Qu'est-ce que vous allez faire pour régler le problème? Donc, proposez une programmation qui est simple avec des étapes concrètes de mise en action. Allez pas dire qu'on va aider cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. On va aider ce groupe de personnes et voici comment on va le faire avec des étapes très concrètes qui euh, vont enlever un peu la confusion de comment vous allez créer votre projet. Concentrez-vous aussi sur que le projet soit durable et qu'il génère une certaine forme de participation directe. Si vous faites juste faire un plan stratégique à l'interne, puis ça n'implique personne à l'externe, ça ne devient pas intéressant pour le bailleur de fonds qui veut voir des résultats concrets dans la communauté. Donc, faites sûr que c'est aussi tangible, ça veut dire que vous pouvez le prendre, là, puis vous pouvez dire ça, c'est qu'est-ce qu'on a livré comme service, puis ça, c'est la communauté qui l'a reçu. Il faut aussi maîtriser les facteurs de risque, puis anticiper les objections au projet. Ce qui veut dire que, OK, si mon projet fait ça, comment est-ce que des gens pourraient réagir puis dire ça, c'est pas un bon projet? Il faut savoir réagir à ça pour avoir des réponses concrètes puis assurer que le projet est très solide, par exemple. Préparez-vous aussi un pitch puis un résumé de votre idée, ce qui veut dire qu'il faut être capable efficacement décrire son idée puis pour la tester là, avec les gens parce on est capable de le dire en 2-3 phrases. Puis automatiquement, on comprend c'est quoi le projet. Donc, maîtriser ce pitch-là, il faut vous donner vendeur de votre initiative. Il faut que ce soit de façon simple, claire et convaincante. Il faut être capable euh, d'avoir une description puis un contexte qui est relativement court, puis qu'il y a des points de détail très clés sur le projet. Ça prend 2 ou 3 résultats clés là, à atteindre avec ce projet-là, par exemple. Donc, déjà, je reviens à toi. Est-ce qu'on a des questions sur le sujet de l'admissibilité, du plan de travail et de la rédaction? Oui, donc là, je vais voir, il y a sûrement d'autres questions qui vont se rajouter. Là. Qu'est-ce qu'on a ouvert la période de questions? Mais par exemple, il y a des questions qui sont rajoutées par rapport aux autres slides. Donc, puis il y en a que par rapport à vraiment des organismes naissants. Donc, Oui, où aller chercher des subventions de fonctionnement pour des jeunes organismes et aussi combien est-ce qu'on doit gérer pour aller chercher d'autres subventions. Donc, si on a déjà une petite enveloppe puis un petit budget annuel comme pour aller chercher d'autres subventions. Donc, ça, c'est vraiment deux enjeux par rapport à les petits organismes qui commencent. J'arrête parce que je voulais en parler quand j'étais dans cette section-là. Parce que dans ma vie, avant d'être un bailleur de fonds, j'étais une personne qui aidait des organismes qui n'existaient pas et qui voulaient se commencer. Le plus grand défi, c'est d'obtenir votre première demande de subvention parce que vous êtes un organisme qui n'est pas bien établi. Donc, quand je parlais de tout ce qui est autour de la demande de subvention, ce n'est pas encore très solide. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller chercher de la notoriété dans votre communauté pour commencer. Ce qui veut dire de vous affilier à des projets existants pour apporter une certaine expertise à ces projets-là, puis vous mettre comme contributeur à une demande de subvention. Fait que c'est surtout le partenariat, la participation avec d'autres organismes reconnus qui vont vous donner une certaine forme de crédibilité pour ensuite que ça devienne un projet qui est vraiment réel et qui peut obtenir des subventions. Moi, ce serait mon plus grand conseil comme
comme gens qui ont déjà développé des coopératives ou des entreprises sociales, des petits organismes sans but lucratif, il faut que vous ayez au moins une mission claire et précise, que qu'est-ce qui est autour de la demande de subvention est bien établi, puis allez vous chercher des partenaires ou créer des projets collaboratifs où est-ce que vous pouvez vous insérer dans d'autres demandes de subvention pour avoir votre premier projet d'administration d'un projet, par exemple. Une autre option, c'est de trouver un organisme établi qui est co-demandeur de votre Ouais. projet. Donc, d'approcher un partenaire pour justement que eux autres mettent de la crédibilité ou même que eux autres gèrent les finances pour une première programme de subvention. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut rassurer les bailleurs de fonds pour des organismes naissants. Oui, puis ça vient vraiment intéressant pour un bailleur de fonds parce qu'en plus de subventionner un organisme qui est beaucoup plus comme fiable, qui est déjà établi, mais on va peut-être même créer une autre organisme avec cette subvention-là. Donc, ça vient vraiment intéressant pour le bailleur de fonds, là. On a une autre question par rapport à quelqu'un qui demande je ne suis pas tout à fait certaine de bien comprendre la question de Mélanie Kubeli-Badibon qui demande si un individu fait une demande de subvention mais qu'il n'y a pas de page web ou de réseaux sociaux, est-ce que cette personne est désavantagée? Dans le cas de Ottawa Bilingue, par exemple, où on avait des entreprises, parfois des petites entreprises qui avaient juste un individu et des organismes communautaires, c'est certain que les entreprises, même quand c'est juste une personne, leur présence web est fortement jugée. Si un individu qui n'a pas de web, qui comme une entreprise d'une personne qui ne semble pas avoir une présence web fiable ou une présence en général, pour moi, c'est quelque chose, c'est un drapeau rouge tout de suite. Comment est-ce qu'on peut faire confiance que cette personne est en mesure de livrer le projet quand on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi les choses qu'elle a déjà faites, on ne trouve pas d'informations sur le web. Donc, pour n'importe quel individu ou organisme, certainement, quand il n'y a pas de présence web, pour moi, c'est un gros drapeau rouge. Puis, en tant que bailleur de fonds, dans les dossiers d'Ottawa Bilingue, si on ne trouvait rien par rapport à cette personne-là en ligne, on notait dans les dossiers comme des inquiétudes de choses à voir. Sinon, je pense que c'est tout. Je pense que tu peux passer à la prochaine slide. Parfait. Merci, Jean, encore. Ça permet d'avoir plus de salive dans ma gorge pour continuer. Maintenant, pour la 10e étape, c'est de faire le contact avec le bailleur de fonds. Puis ça, c'était quelque chose qui était essentiel comme pour moi qui était bailleur de fonds parce qu'au moins, je savais, OK, donc j'ai quand même ces projets-là qui s'en viennent puis qui vont se faire modifier pour qu'ils répondent davantage à mes objectifs. Donc, avec le premier contact, je pouvais tout de suite voir, puis les gens pouvaient tout de suite tester leur idée, mais moi, même comme bailleur de fonds, je savais, oh, ce projet-là, wow, c'est vraiment intéressant. Tu devrais faire ça davantage, comme ça, tu pourrais mieux répondre à nos objectifs, par exemple. Donc, s'il y a une équipe ou un agent de développement ou un agent de programme qui est en place, c'est bon d'en faire usage parce que cette personne-là est là pour vous aider, pour vous conseiller, sans nécessairement vous dire faites ça, puis on va vous accepter sans problème. C'est pas ça, ça reste très neutre. Il va juste vous dire ben moi, je pense que pour nous, ce projet-là serait plus intéressant que ce que vous avez envisagé avant. Donc, il peut vous apporter certaines modifications, puis ça va aussi permettre de valider votre idée, ce qui veut dire OK, là, cette idée-là était bonne selon l'agent de programme, ça vaut la peine d'investir du temps et de développer l'idée davantage. Donc, participez au webinaire de formation qu'ils offrent parce que ça vous permet au moins de faire un contact ou de prendre au moins, de voir les objectifs sur la personne qui va administrer les résultats. Faites une lecture approfondie du guide des demandes de subvention. Un bailleur de fonds ne veut pas se faire appeler pour se faire demander des questions trop logistiques, trop faciles à répondre. Quand la réponse est très simple, il dit ben, allez voir mon guide, puis c'est dedans. Donc, faites sûr que vous êtes bien informé sur les objectifs du programme avant d'appeler votre bailleur de fonds, puis que ça aille moins bien dans la conversation, parce que le bailleur de fonds, il est comme ben, ça a comme été communiqué ce que vous me demandez présentement. Aussi, contactez la gestion du programme afin de faire un rendez-vous téléphonique. Faites pas juste appeler un agent de programme puis dire garde, ça c'est mon projet, puis non, faites sûr que, OK, est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec vous? Pour parler de mon projet, voici mes premières idées.
déjà, ça va rendre la discussion par téléphone beaucoup plus intéressante parce que votre bailleur de fonds est au courant de ce que vous voulez développer comme idée de projet. Donc, il peut mieux vous offrir une meilleure forme de rétroaction que juste réagir à Oh, ça, c'est ce que vous m'avez décrit, mais peut-être que vous n'avez même pas décrit votre projet comme c'est vraiment écrit dans votre demande de subvention. Donc, au moins de le mettre sur écrit par courriel avant, ça permet à votre bailleur de fonds de vous donner de meilleurs conseils par après aussi. Aussi, modifiez concrètement votre projet suite à la remise de rétroaction. Si votre bailleur de fonds vous dit quelque chose, comme par exemple, il faut absolument que vos impacts soient dans la ville d'Ottawa, puis que vous ne faites pas ça dans la ville d'Ottawa, bien, vous venez de perdre des points parce qu'en plus, votre bailleur de fonds va se dire, ou le jury va se dire, bien, c'était clair que c'était dans la ville d'Ottawa, il fallait que le projet se réalise. Donc, c'est important de valider, mais aussi important de prendre la rétroaction pour que il y ait des modifications pour votre programme, votre projet soit beaucoup plus intéressant, par exemple. Donc, je vais poser une autre question de sondage. Je veux savoir qui prend contact avec son bailleur de fonds avant de remettre une demande de subvention. Donc, je vais aller ouvrir l'autre sondage, puis je vais vous l'envoyer. Donc, qui prend contact avec son bailleur de fonds avant de déposer sa demande de subvention? Est-ce que vous le faites toujours, souvent, parfois, rarement ou jamais? Puis là, les questions sont anonymes, fait qu'on ne sait pas c'est qui répond. Là. Fait que sentez-vous à l'aise de dire si vous le faites rarement ou jamais. Il n'y a personne qui va savoir que c'est vous qui a répondu à cette question. J'aime ça être une gang très participative. Je veux dire que j'ai une audience qui est très engagée. On est déjà rendu à 80 %. Donc, je vais vous partager les résultats. Donc, il y a toujours, souvent et parfois qui sont très populaires. Ben, bravo, c'est déjà un bon début. Pour les jamais, les rarement, ce serait quelque chose à avoir de plus en plus parce que ça permet d'avoir un meilleur réflexe de validation de vos idées de projet. Donc, c'est quand même très intéressant le résultat. Merci d'avoir répondu. Je n'ai pas partagé les résultats, excusez. Voici les résultats. Donc, toujours, souvent et parfois qui sont les plus populaires. Sur ça, on va continuer. Donc, n'hésitez pas aussi à continuer à poser des questions. Je suis encore là pour les répondre. Maintenant, la rédaction. C'est ce qui prend le plus de temps. C'est ce qui prend. C'est ça. Ça, c'est votre demande de subvention. C'est qu'est-ce que vous écrivez dans votre texte. Si vous dites, par exemple, à votre bailleur de fonds, mais j'ai été refusé, mais vous n'avez pas compris mon projet, ben, c'est que votre bailleur de fonds n'a pas compris le projet comme. Donc, c'est important de bien écrire. C'est les mots que vous écrivez qui vont expliquer votre projet. Si votre bailleur de fonds ne peut pas comprendre avec les mots que vous avez écrits, c'est qu'il n'a pas compris. Donc, il n'y a rien qui peut se faire par après parce que c'est ça votre demande de subvention. Donc, c'est important de considérer c'est l'élément qui va prendre le plus de temps, mais qui est aussi le plus important. Comme tout ça repose sur l'utilisation de vos mots pour communiquer clairement votre idée, puis les étapes et l'impact du projet. Le jury ne va pas se fier à Ah, ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire. Non, non, c'est qu'est-ce qu'ils vont lire, qu'ils vont se fier dessus, puis c'est ça qu'ils vont juger, puis décider est-ce que ça vaut la peine d'être financé ou non. De trouver des endroits tranquilles qui vous permettent de vous concentrer sans distraction parce que rédiger une demande de subvention, ça peut prendre des heures et des heures si ça ne se fait pas de façon efficace. Puis si vous ne calculez pas le temps que vous dédiez à faire cette écriture-là. Puis assurez-vous de vous fier à votre plan aussi pour ne pas déborder sur le temps non plus avec des bons échéanciers. C'est aussi très important de présenter votre impact. Comment est-ce que vous allez, de façon claire et consistante, atteindre les cibles, vos objectifs et vos résultats. Il ne faut pas vous dire comme faut pas vous promener dans oh, on va faire ça, on va faire ça. Non, ça, c'est comment qu'on va le faire. Puis voici comment est-ce qu'on va le mesurer, par exemple. Donc, il faut commencer par combien de participants directs et indirects qui vont se présenter dans vos résultats. Puis il faut aussi avoir des résultats plus qualitatifs. Comment est-ce que ça va transformer la vie des gens ou transformer ou résoudre le problème social que vous attaquez. Restez simple dans la présentation sans non plus exagérer. Comme il ne faut pas dire, par exemple, qu'on va chercher 10 000 personnes facilement. Non, non, il faut expliquer comment est-ce que vous allez atteindre ces 10 000 personnes-là. Il faut que l'impact soit significatif sans être trop ambitieux parce que moi, comme bailleur de fonds, il faut que je me dise, OK, mais ils visent ce nombre de personnes-là, mais est-ce qu'ils veulent vraiment l'atteindre? Donc, il faut rester crédible dans l'impact qu'on vise aussi. Soyez précis sur la location de votre projet d'un côté géographique. Où est-ce que ça va se passer exactement? Sinon, ça reste trop théorique. Puis le bailleur de fonds a de la misère à s'imaginer où est-ce que ça se passe précisément. Puis faites sûr aussi de bien identifier les participants qui vont être touchés. Si vous visitez tout le monde de façon générale, ça devient difficile encore côté faisabilité. Il faut savoir quelle communauté, quelles personnes qui vont être affectées par le projet. Puis aussi, faites le lien entre votre mission de votre organisme puis votre bailleur de fonds, parce que le bailleur de fonds, lui aussi, il s'imagine qu'il y a peut-être des organismes dans ça qui vont juste venir déposer des projets pour aller chercher de l'argent. Le bailleur de fonds, il va avoir une logique dans laquelle pourquoi est-ce que cet organisme-là a déposé un projet chez mon programme? Il faut aussi vous évaluer la portée de votre projet. Donc, il y a des projets qui vont être beaucoup plus quantitatifs, donc de plus grandes envergures côté nombre de participants, mais
Il y a aussi des projets qui vont être beaucoup plus petits, avec moins de participants, mais qui vont peut-être aller plus loin dans leur projet. Donc, gênez-vous pas de faire des grands projets ou des petits projets ou d'avoir un équilibre entre les deux. Ce qui veut dire que, par exemple, le quantitatif, c'est que vous parlez d'une force promotionnelle qui est grande. Ça, c'est vraiment intéressant pour le bailleur de fonds parce que vous allez atteindre beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est intéressant. Mais il ne faut pas proposer un projet qui est vide de contenu. Si vous allez chercher, je peux vous faire un événement public, mais qu'il n'y a personne qui s'intéresse à votre événement, puis il n'y a aucune transformation qui est faite, mais vous allez été chercher plein de monde, mais ce n'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé ou qu'il n'y a pas eu un bon contenu qui a été présenté. Tandis que le côté qualitatif, il faut miser sur la qualité du service, il faut miser sur le changement social, mais il faut aussi parler, ça va être quoi les résultats à la fin de ça. Fait que oui, on a moins de monde, mais à cause qu'on a moins de monde, on va pouvoir faire plus en faisant ça. C'est ce qui va convaincre le bailleur de fonds de dire OK, mais il y a moins de monde, mais avec ce projet-là, je vais avoir je sais pas moi, 3 entreprises qui vont être créées à la fin de mon programme. Je vais avoir une pièce de théâtre montée par des jeunes qui vont rendre ça intéressant. Donc, si vous êtes moins, vous êtes plus petit, vous pouvez quand même viser plus grand parce que vous pouvez aller chercher du contenu qui est beaucoup plus personnalisé, accessible et intéressant pour ceux qui y participent, par exemple. Il faut aussi que vous placez des indicateurs de rendement. Ça veut dire qu'est-ce qui fait que les résultats sont mesurables et qui vont répondre aux objectifs du programme. Par exemple, ces indicateurs-là peuvent inclure le nombre de participants directs ou indirects. Donc, les gens qui participent directement dans le service que vous livrez ou des gens qui vont être sensibilisés à une cause ou au service que vous livrez. C'est quoi le nombre et la nature des activités qui sont créées? Combien d'activités vous allez créer? Puis, ça va être quoi le but de ces activités-là? Est-ce que les gens ont été satisfaits de vos activités? Est-ce que vous avez créé des nouveaux partenariats que vous n'avez pas pu créer sans la subvention, par exemple? C'est quoi la promotion et le nombre de personnes qui ont été atteints? Comment est-ce que vous allez calculer vos statistiques? Qui veut dire, comment est-ce que vous allez prendre tous ces indicateurs-là puis nous les présenter pour qu'on puisse nous-mêmes dire, regardez, notre programme, grâce à cet organisme-là, a fait ça. Des témoignages, c'est aussi intéressant, puis ça apporte un élément qualitatif à votre projet. Comment est-ce que vous avez transformé, si par exemple vous faites un projet qui est très physique, comment est-ce que vous avez transformé votre environnement? Comment est-ce que ce projet-là a changé la région? Le nombre de commandes ou le nombre de nouveaux utilisateurs sont venus chercher vos services, par exemple. Puis ça peut se faire avec différentes manières de mesurer ces indicateurs-là parce que c'est bon d'identifier les indicateurs, mais il faut que vous démontrez que vous êtes capable de les mesurer. Ça va rendre une grande crédibilité à vos indicateurs de dire ah, il va trouver ça, mais il va aussi être capable de bien le mesurer de façon efficace sans que ce soit quelque chose qui est trop complexe. Par exemple, je vous ai donné plusieurs exemples ici de manières de mesurer ces indicateurs-là, que ce soit par exemple, quand on parle de transformation d'environnement, bien, une photo avant et après de l'environnement peut démontrer c'est quoi qui a changé, par exemple. Par exemple, l'inscription ou un compte pour voir c'est quoi les participants directs et indirects, les résultats des médias sociaux pour voir c'est quoi votre portée de votre promotion. C'est quelque chose qui peut être clairement mis dans un rapport et qui permet de dire au bailleur de fonds, OK, lui, il va aller chercher des indicateurs de rendement, fait qu'il va garantir la performance de son projet, mais il va aussi, je vois clairement comment il va les mesurer. Ça répond automatiquement à ma question. Il n'y a aucune confusion de dire, OK, c'est comme ça qu'il va aller chercher des bons résultats, puis il va pouvoir me les présenter dans ses rapports, par exemple. Je vais juste bouger, je suis en train de booster mes choses de Zoom partout. Je vais juste continuer ici. Puis faites aussi du storytelling. Il n'y a rien de plus beau qu'un bailleur de fonds qui vous lit votre projet puis qui s'imagine, dans le fond, quelque chose qui s'affiche à la télévision, de dire ça, c'était un succès. Donc, faites parler les gens de votre communauté, faites parler le succès que votre projet pourrait avoir, puis faites rêver votre bailleur de fonds de dire waouh, ça se réalise, puis ça se réalise parce que je vois que c'est faisable, puis qu'en plus, ça génère ce résultat-là et que ça va être beau à présenter comme regardez, notre programme de bailleur de fonds, notre programme de financement a eu ces résultats-là incroyables. Puis faites sûr aussi de répondre aux critères de sélection de vos projets. Faites sûr de sortez pas des critères parce que les critères, c'est ça que le jury va évaluer, ça va être sur ces critères-là. Donc, sortez pas de la boîte, restez dans ces critères-là pour présenter votre demande de subvention. Puis, faites preuve d'originalité et d'innovation parce que si vous ne faites pas le lien entre une pertinence de l'organisme et qui soit original, vous allez tomber dans une bâche de projets qui sont très semblables. Puis ça ne va pas vous faire ressortir des 100 projets qui sont présentés, par exemple. Donc, n'hésitez pas à créer des noms originaux, de proposer une certaine forme de branding ou de marketing à votre projet pour voir que ça va capter vraiment l'attention du jury qui évalue votre projet. Ça, c'est quelque chose qui a été posé, mais pour les individus, les artistes, les entreprises privées, faites sûr que vous réalisez des projets qui misent sur la participation directe, qui n'est pas juste de la promotion de votre personne ou de votre entreprise. Il faut miser sur l'avancement
sur l'avancement du programme, de ce qu'ils veulent réaliser. Il faut faire un projet qui est par et pour la communauté, même si vous êtes un individu, un artiste ou une entreprise privée qui se promouvoit. Il faut que qu'est-ce que vous offrez ne soit pas pour vous, mais pour qu'est-ce que la communauté a besoin et veut recevoir. Donc, faites sûr que c'est vraiment un investissement qui est externe plutôt que ce soit un investissement qui est interne lorsque vous déposez une demande de subvention. C'est longtemps que je parle, donc là, je vais prendre des questions. Et déjà, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, en fait, on n'en a pas, mais je vais ajouter un point ou un truc que moi j'utilise par rapport à la rédaction, puis de savoir si le message que j'ai écrit est clair. Moi, je trouve souvent un cobaye qui est quelqu'un qui connaît aucunement c'est quoi le projet. Et exemple, des fois, c'est mon étudiant coop du secondaire ou quelque chose, puis je le demande de lire le projet, puis ensuite de me l'expliquer. Et des fois, c'est ça, avoir cette perspective externe de qu'est-ce que quelqu'un d'autre retient quand il lise votre demande de subvention. Ça peut vous aider vraiment parce que parfois, dans ta tête, c'est extrêmement clair c'est quoi le projet puis comment vous allez l'atteindre, mais quand vous demandez à quelqu'un différent, déconnecté, de le lire et vous le résumer, bien là, c'est peut-être pas les choses qui ressortent sont peut-être pas des choses que vous voulez qu'ils ressortent dans votre demande. Donc ça peut être un bon truc pour s'assurer que la façon que vous expliquez reflète ce que vous voulez vraiment transmettre comme message. Sinon, on a 2 questions qui sont ressorties par rapport à demander si on avait des exemples de plans de travail ou des exemples de plans de rédaction. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut revenir à la fin. On a une page de ressources additionnelles qui va être partagée. Donc, je pense là-dedans, il y a quand même des exemples de plans qui pourraient être utiles. Oui, il y a peut-être des ressources intéressantes à considérer, mais oui, ce serait intéressant d'établir d'autres ressources davantage sur c'est quoi des bons plans de rédaction de demande de subvention. Là. Mais on va partager quelques ressources à la fin de la présentation. Sinon, Carlos veut savoir quels sont les meilleurs canaux par lesquels les bailleurs de fonds préfèrent se faire contacter. Comme j'avais expliqué, souvent, c'est de prendre un rendez-vous avec le bailleur de fonds. Donc, c'est souvent s'il y a un courriel de contact dans la demande de subvention, c'est beaucoup mieux de prendre rendez-vous que juste tout de suite appeler puis pouvoir poser plein de questions parce qu'au moins, le bailleur de fonds peut se préparer à votre projet et à votre question. Donc, moi, je recommanderais un courriel de rendez-vous pour ensuite soit faire un appel vidéo ou un appel téléphonique pour pouvoir discuter davantage. C'est bon d'avoir aussi la voix à voix, là, comme ça, c'est beaucoup plus clair que juste des courriels qui sont partagés, qui peuvent être des fois imprécis ou mal interprétés. Donc, c'est bon d'avoir un rendez-vous et ensuite une discussion en personne ou par téléphone. Si on peut passer à la prochaine section. Parfait, merci. Donc, on arrive aux dernières étapes, donc collaboration, qui veut dire aller chercher des partenaires. Puis moi, comme bailleur de fonds, quand je voyais un projet qui n'avait aucun partenaire, c'était déjà un drapeau rouge parce que je me disais, c'est beau de faire tout seul, mais tu pourrais aller chercher des partenaires qui pourraient te renforcer ta demande. Donc, c'est aller chercher des partenaires clés qui, selon l'ampleur du projet aussi, parce que peut-être un petit projet que vous pouvez littéralement faire tout seul, ça se passe bien aussi. Mais si vous avez la chance d'aller chercher des partenaires pour renforcer votre demande, ça va beaucoup affecter votre notoriété, puis ça va aussi démontrer que vous voulez faire quelque chose de très collaboratif. C'est devenu de plus en plus populaire chez les gouvernements de faire des projets très participatifs qui impliquent plusieurs organismes pour augmenter le succès d'un projet, par exemple. Donc, faites sûr d'aller chercher des lettres d'appui personnalisées. Si c'est une grosse demande de subvention, allez vous chercher des vraies ententes de partenariat. Sinon, faites juste indiquer dans votre demande de subvention que vous allez chercher d'autres partenaires qui vont pouvoir vous aider, par exemple. Maintenant, pour le budget. Le budget. Le budget, tu sais, on vous dit que la rédaction, c'est très important, mais le budget, c'est un peu comme ce qui va vraiment établir votre crédibilité dans votre projet ou votre demande de subvention. C'est crucial. Si vous faites une erreur dans le budget, s'il y a un doute, s'il y a une incompréhension de la part du jury ou du bailleur de fonds, ça peut détruire littéralement le reste de votre demande de subvention. Si je vois que dans votre budget, vos dépenses ne sont pas égales à vos revenus, parce que c'est juste une erreur de gestion de comment est-ce que vous avez placé les chiffres, ça peut être très désastreux pour le résultat de votre demande de subvention. Donc, c'est vraiment important de faire sûr que le budget est bien fait et que les dépenses sont réelles. Parce que si vous exagérez sur des dépenses aussi, comme si le salaire dépasse 90% de la demande de subvention, c'est pas intéressant pour le bailleur de fonds parce qu'il ne veut pas juste financer du salaire, il veut voir des affaires concrètes qui vont se passer aussi. Donc, exagérez pas sur les salaires.
au moins en bas de 70% du projet. Maximisez vos frais administratifs parce que ça, c'est qu'est-ce qui vous allez vous permettre de solidifier votre projet. Donc, allez pas plus haut que 10 à 15% pour l'administration, puis vérifiez les critères c'est quoi les bonnes dépenses ou les dépenses qui sont admissibles, puis expliquez clairement comment chaque poste de dépense ne surestime pas le montant, puis pourquoi vous faites ces dépenses-là. Il faut que ce soit bien éclairci dans le budget si c'est possible. Comme ça, si vous demandez des grands montants, c'est au moins expliqué, puis le bailleur de fonds, il va éviter la confusion ou penser qu'il y a une erreur dans votre budget, par exemple. Une autre erreur que j'ai vue à quelques reprises dans des projets, c'est quand les gens ils comptabilisent des revenus qui sont en nature. Donc, il inclut comme revenu, par exemple, je sais pas, là, des frais de location qui ont une valeur de 2000 dollars, puis les inclut dans les chiffres des revenus ou du travail de bénévole qui a une valeur de, je sais pas, là, 5000 dollars. Mais dans les dépenses, ces choses-là ne sont pas reflétées, donc on n'inclut pas une dépense, en guillemets, équivalente de 2000 dollars pour les frais de location et 5000 dollars pour les ressources humaines. Donc, il y a comme des revenus qui sont comptés dans le total des revenus, mais il n'y a aucune dépense équivalente. Donc, le budget, est égal, les revenus égaux aux dépenses, mais quand tu regardes les dépenses ne reflètent pas les sources de revenus qu'on a démontrées. Donc, ça, c'est le genre d'exemple que le formulaire, il va peut-être accepter parce que ça égale la différence est zéro. Les revenus sont pareils aux dépenses, mais quand tu les analyses, ben, ça ne correspond pas. Pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vu à quelques reprises comme erreur, puis ça peut être le genre de choses qui est comme un gros drapeau rouge pour le bailleur de fonds. Ben merci, c'est un super bel exemple, ça, déjà. Puis, une chance qu'on évalue plus d'une centaine de demandes de subvention. On a pu voir des erreurs qui se répétaient souvent aussi, là. Ça, c'est des erreurs que vous pouvez éviter lorsque vous allez à la révision de votre demande de subvention. De la révision, dans le fond, c'est de vraiment faire une réflexion de vraiment éviter les fautes de français parce que ça devient moins attrayant comme demande de subvention aussi. Faites relire votre demande de subvention à des membres de votre équipe, membres de communauté, membres de votre CA ou un consultant pour s'assurer que qu'est-ce que vous avez écrit, c'est bien, c'est comprenable. J'aime bien ton exemple déjà des stagiaires d'été qu'on fait souffrir à faire relire les demandes de subvention pour qu'ils nous les expliquent, mais c'est bon d'avoir un œil innocent à la demande de subvention pour nous expliquer pour qu'on voit que c'est bien compris ou non, par exemple. Évitez la répétition ou les erreurs de consistance dans votre demande de subvention. Si je vois que vous dites quelque chose, puis là, ça change dans une autre place dans la demande de subvention, ça enlève la crédibilité de ce que vous faites, par exemple. Faites sûr aussi de respecter le nombre de mots, puis retirer l'information qui est inutile. Donc, commencez pas à compter des longues histoires sur comment votre grand-père vous a transmis cette idée-là. Faites sûr de vraiment être consistant, d'être précis, d'être efficace. Comme ça, on évite de perdre du temps au jury ou au bailleur de fonds. Puis quand il y a un nombre limite de mots, c'est là pour une raison. Fait que si vous dépassez ou même si vous écrivez pas assez, moi, j'ai eu des demandes de subvention parce que c'était pas écrit assez, puis automatiquement, je me disais, ben, il y a eu clairement moins d'efforts à remplir cette demande de subvention-là. C'est pas intéressant. Le nombre de mots est un très bon indicateur de ce qu'on s'attend que vous écrivez, par exemple. Puis n'hésitez pas à faire un suivi avec la gestion du programme de subvention. Garde, j'ai écrit ça comme ébauche, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être intéressant. Ou le gestionnaire peut dire aussi, mais là, si je ne peux pas te conseiller directement sur qu'est-ce que tu as écrit, parce que ça devient comme si je t'aide. Donc, faites sûr que ça respecte quand même la neutralité du programme. Et dernière chose, c'est l'envoi et le suivi, suivi d'une célébration si vous avez reçu la demande de subvention. Mais il est conseillé d'envoyer la demande de subvention une semaine avant la date limite parce que ceux qui, moi, même Ottawa Blanc, on a reçu plusieurs demandes de dernière minute. Ça enlevait une certaine forme de crédibilité au projet, comme surtout si je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps qui avait été investi dans la création du programme. Donc, assurez-vous de présenter la bonne documentation sous le format demandé. Envoyez pas un PDF pour quelque chose qui était demandé en PNG, par exemple. Faites sûr de respecter ça aussi. Parce que si vous n'avez pas envoyé la bonne documentation, ça va encore enlever un petit peu de crédibilité à votre demande de subvention. Faites certain qu'il y a eu une confirmation que votre demande a été reçue, puis évitez de déranger le bailleur de fonds avec trop de questions techniques. Par exemple, c'est de la misère à déposer votre projet en ligne. Si vous appelez le bailleur de fonds comme 60 fois dans une journée pour comprendre comment ça va fonctionner, ça démontre une certaine forme de difficulté administrative ou d'efficacité. Donc, ça enlève encore de la crédibilité à votre projet. Puis, faites un suivi
selon la date d'échéance, tu es censé présenter le projet ou 1 mois ou 2 mois par après sans être trop persistant. N'allez pas toujours demander à votre bailleur de fonds si vous êtes accepté parce que si vous êtes accepté, ça commence pas bien la relation avec le bailleur de fonds. Donc, faites sûr d'être pas trop persistant, de faire un suivi par courriel, par exemple, pour savoir, OK, où est-ce que vous en êtes avec votre décision sans exagérer non plus. Maintenant, on va parler un petit peu de la situation actuelle du COVID-19. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Ça a duré un petit peu plus longtemps qu'on aurait pensé, mais c'est bien parce que vous avez posé plusieurs questions, puis je vous en remercie beaucoup. Euh, Juste avant, on va parler du processus du jury pour évaluer vos demandes de subvention. Donc, le jury, il y a des critères de sélection de projet, puis ils vont évaluer chaque question selon les critères. Puis les notes de questions, c'est ça qui va vous donner votre note finale, par exemple. Donc, ça, c'est sur 100 %. La question 1 et 2, c'est ça qui va vous donner le 25 %. Chaque jury va habituellement évaluer question par question pour vous donner une note ou donner une note générale sur le projet. C'est ça qui va changer. Fait que chaque section d'une demande de subvention, chaque paragraphe que vous écrivez est important parce que ça va beaucoup générer une note finale à la fin pour établir votre note générale, dans le fond. Faites sûr que vous donnez de l'amour, dans le fond, à chaque section d'une demande de subvention, puis que vous évitez pas de dire Ah, je vais m'en débarrasser, je vais faire vite parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ça va affecter votre note finale aussi. Là. Avant de parler de la COVID-19, je peux peut-être prendre, je ne sais pas si déjà il y avait d'autres questions qui se sont ajoutées, là, il me semble que j'en ai pas vu beaucoup. Non, c'est juste des questions par rapport au COVID-19. Donc, Ah, je OK. pense qu'on peut sauter à la prochaine section. C'est beau, parfait. Donc, situation actuelle du COVID-19. Bon, je t'ai posé la question par sondage. Quels sont les effets de la COVID-19 sur vos projets qui sont actifs en ce moment ou sur vos rédactions de demandes de subvention? Donc, je vais vous envoyer le sondage. Est-ce que pour vous, c'est un changement majeur, un grand changement, un changement moyen, peu de changement ou aucun changement? Moi, c'est un grand changement. Regarde, je vous fais la présentation en direct de la chambre d'invités de mes parents à Capscasing. Parfait. Donc, merci pour la. Vous êtes très, très participatif. J'aime beaucoup ça. Donc, on a 80 des réponses. Donc, changement majeur et grand changement. Donc, oui, ça change beaucoup la donne en frais. Il n'y a personne qui a mis peu de changement ou aucun changement. C'est une crise qu'on a eue là, qui change beaucoup de choses, même dans l'organisme sans but lucratif présentement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous partager certains conseils qu'on peut vous donner, nous, l'ACFO Ottawa, ou comme bailleur de fonds, pour être plus proactif durant cette crise-là. Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est pour les projets de subvention qui sont en cours, donc les projets qui sont actifs, que vous avez reçu l'argent que vous êtes en train de faire, justifiez vos retards et vos impacts en baisse à votre bailleur de fonds parce que oui, il va en avoir, surtout si c'était des événements ou des activités publiques, par exemple. Tentez d'offrir une livraison virtuelle si c'est possible, parce que c'est maintenant la garde, c'est ça qu'on a fait, nous, l'ACFO. On a 2 événements, un webinaire en ligne et une conférence qui est organisée vendredi, si ça vous intéresse, sur les gens en situation de handicap. Donc, c'est essayer d'offrir au moins quelque chose en ligne. Maximisez vos revenus le plus rapidement possible. Utilisez votre argent le plus rapidement possible parce qu'il y a des chances que vous en faites retirer, par exemple. Envoyez un courriel à chaque bailleur de fonds afin de faire des suivis sur qu'est-ce qu'il faut faire durant cette situation-là pour notre projet. Proposez des modifications, puis soyez proactifs. Envoyez des messages avant votre bailleur de fonds parce que sinon, le bailleur de fonds va avoir des doutes de ce que vous faites durant cette situation-là. Pour les projets qui sont en attente, donc vous avez déposé votre demande de subvention, envoyez un courriel pour chaque demande. Indiquez votre intérêt à modifier ou adapter votre projet en raison de la crise de la COVID-19. Demandez l'échéancier de décision, de voir s'ils vont être modifiés par le gouvernement, si l'argent va être remis plus tard ou plus rapidement. Assurez-vous qu'il reste livrable sans événement ou rassemblement public. Puis faites preuve de résilience. Dites que vous êtes quand même capable de faire le projet et que vous allez vous adapter en raison de la crise, par exemple. Puis dernière chose, pour les projets de demande de subvention qui sont présentement en rédaction, donc surtout avec ce webinaire-là, imaginez un projet qui peut se faire à distance et en personne. Donc, restez, parce que tu sais, vous avez fait une demande de subvention qui va peut être acceptée dans 1 an, puis on ne sait pas où est-ce que la crise s'en va présentement. Faites quelque chose qui peut quand même se faire en personne, mais que vous pouvez quand même l'adapter à distance, par exemple. Mais si vous voulez jouer ça safe, comme qu'on dirait, pensez à une offre virtuelle de vos projets. Pensez à quelque chose qui peut s'offrir complètement par Internet, par exemple. Puis assurez-vous que les échéanciers restent actifs parce que peut-être que le gouvernement a annoncé une demande de subvention puis il la retire parce qu'il pense que ce ne sera pas possible d'être réalisé, par exemple. Puis
démontrez que vous restez actif malgré la crise. Dites pas que vous êtes fermé, puis montrez pas que vous faites rien. Démontrez que vous restez très actif durant ce temps-là pour voir que votre organisme est quand même actif durant la crise de la COVID-19. Puis soyez courageux, puis foncez malgré les défis. C'est un drôle de moment qu'on vit dans nos vies présentement, mais vous pouvez être résilient, puis ça va bien aller dans le fond. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Je sais que tu avais dit qu'il y avait des questions Oui, sur mais je la pense qu'il y a des crise. questions spécifiques par rapport à comme les échéanciers, puis à quel point les échéanciers vont être changés ou adaptés à cause de la crise. Puis je pense que ça dépend vraiment par rapport aux bailleurs de fonds individuels. Pour Ottawa Bilingue, nous, on a changé les dates limites pour les rapports finaux pour les projets de 6 mois, parce qu'il y avait plusieurs projets de 6 mois qui devraient finir au mois d'août, puis il y en avait plusieurs qui impliquaient justement un côté rassemblement ou un côté en personne. Donc, nous, on travaille, oui, on a élongé les dates limites en général, puis Denis qui travaille individuellement avec chaque projet pour voir comment adapter le projet, quels sont les changements, puis c'est quoi les besoins. Patrimoine Canada ont sorti, eux autres, une politique. Ils veulent que les organismes puissent quand même garder l'argent de subvention, même pour des activités qui ont dû être annulées, pour qu'ils puissent payer les frais nécessaires pour les cachets d'artistes et tout ça. Donc, c'est vraiment du cas, par bailleur de fonds. Donc, c'est important d'entrer en contact avec votre bailleur de fonds pour un programme qui est déjà en cours, pour comprendre est-ce que les échéanciers sont changés, c'est quoi la flexibilité du côté, c'est quoi vos besoins en niveau de flexibilité, tout ça. Donc, on ne peut pas donner une réponse générale pour tous les programmes parce que c'est vraiment du cas par cas, mais je pense que le dialogue et les discussions avec le bailleur de fonds sont vraiment primordiales en ce moment. Oui, puis moi, comme j'ai une liste de suivi avec tous les projets qu'on a en ce moment, on a 53 projets. Disons que j'ai un drapeau rouge en ce moment sur ceux qui ne m'ont pas parlé en ce moment parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai moi-même envoyé un courriel pour savoir ce qui se passait. Donc, si vous parlez à votre bailleur de fonds avant qu'il vous parle, c'est déjà une preuve de résilience. Je ne sais pas si on avait d'autres questions sur la COVID-19, déjà. Je pense pas. Je suis en train de vérifier dans les chats si j'ai manqué de quoi ou que si j'ai dit qu'on allait revenir à quelqu'un puis là j'ai oublié. Mais... Pauvre personne. Une des autres questions reliées au COVID-19, c'est est-ce que la pandémie aura un impact sur les fonds disponibles et les priorités des bailleurs de fonds? Puis ça, je pense que on se pose toute cette question en ce moment, puis il y a certains programmes qui ont été annoncés. Il y a des programmes qui vont changer, comme par exemple l'Emploi d'été Canada. La durée du programme puis les fonds disponibles vont changer. Donc, c'est clair que des programmes d'employabilité, surtout pour les jeunes, ça, c'est une priorité du gouvernement fédéral. Au niveau de Patrimoine Canada, je pense que ça semble aller quand même de l'avant avec les programmes, mais je ne sais pas quel va être l'impact sur les moments de réponse puis les échéanciers de ce côté-là pour les programmes. Ils ont élongé la date limite pour le Fonds d'action culturelle communautaire, par exemple. Ils ont rajouté quasiment 2 mois ou 6 semaines à la date limite. Donc, on peut s'attendre que les réponses pour ces programmes-là vont arriver beaucoup plus tard que ce dont on a l'habitude. Puis, certainement, je pense que ça, c'est mon avis personnel, c'est pas informé, c'est juste... Mais je pense que comme les bailleurs de fonds vont regarder pour voir si les programmes puis les projets soumis sont des projets adaptables ou hybrides qui vont pouvoir exister quand même et tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation en ce moment et de la part des bailleurs de fonds qui sont aussi en train de s'adapter. Puis on sait, la fonction publique, ils ont bien de la misère pour le télétravail puis accéder à leurs dossiers et tout ça. Donc, je pense que ouais, il va y avoir des impacts, puis on est encore en train d'essayer de comprendre l'ampleur de ces impacts-là. Ouais. Moi, j'ai rien à ajouter côté-là. Si on n'a pas d'autres questions, je vais pouvoir juste conclure, puis on va prendre une dernière phase de questions après la conclusion de la présentation. Donc, si vous avez des dernières questions avant qu'on vous quitte,
Il nous reste encore 15 minutes pour répondre à vos questions. C'est le temps de les poser. Pour conclure la présentation d'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation du COVID-19 change beaucoup la donne, puis il faut s'adapter à ça, il faut être résilient, puis proposer des demandes de subventions qui sont offertes à distance virtuelle. Il faut savoir choisir son bailleur de fonds et s'adapter selon ses conditions qu'il impose. Il faut construire sa présence autour de sa rédaction, ce qui veut dire qu'il faut que votre organisme soit bien établi avant de proposer une demande de subvention. Il faut connaître son bailleur de fonds et ses objectifs, faire une planification de la rédaction de votre demande de subvention, tester votre idée puis la résumer pour que les gens pour que ça soit bien communiqué. Il faut faire un contact avec votre bailleur de fonds pour valider votre idée. Il faut évaluer la portée de votre projet puis faire du storytelling, être original et collaboratif, éviter des erreurs dans le budget et finalement, faites la révision et un suivi avec votre bailleur de fonds et vous devriez avoir une subvention qui sait comment bien captiver l'attention de votre bailleur de fonds. Sur ce, ressources, répertoire des consultants et étapes de rédaction de demande de subvention de l'AFO. Je vois que je n'ai pas rajouté d'autres ressources que j'étais censé rajouter. Je vous envoie le PowerPoint par après avec une liste de ressources incroyables. Donc, je vous invite à consulter PowerPoint par après pour avoir une liste de ressources beaucoup plus exhaustive pour pouvoir avoir d'autres ressources sur les étapes pour remplir une demande de subvention efficace. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre participation. J'ai une autre question, c'est spécifiquement par rapport à Ottawa bilingue. Est-ce qu'on va de l'avant avec est-ce qu'on ouvre encore la ronde 2 au mois de juin? Oui, la ronde 2 va être encore ouverte au mois de juin. On est en train de décider à quoi vont ressembler les projets qui doivent être déposés parce qu'on attend un petit peu voir l'évolution du coronavirus pour voir est-ce qu'on accepte encore des événements publics ou si est-ce qu'on accepte juste des projets virtuels. Mais en ce moment, le plan, c'est que la ronde 2 ait encore lieu au mois de juin, sans problème.